Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, l'épisode 149. Avec moi ce soir, Pierre, comment ça va ? Bah écoute, ça va bien, merci, après un week-end qui avait l'air pluvieux au Japon. Plus qu'à l'air. Parce qu'évidemment, on va parler de ce Grand Prix japonais qui a fait beaucoup parler, surtout en France. On en verra un petit peu plus tard. Mais il y avait quand même quelques petites news sur différentes catégories. Je te laisse en parler, puis on va débriefer un petit peu ces petites infos. Ouais. Alors, on a les pilotes Ivan Ortola du team Angelus MTA et Joel Kelso du team CF Moto Racing Prustel GP qui ont été annoncés comme disqualifiés du GP de Catalogne car apparemment l'huile moteur qu'ils ont utilisé, que leur équipe a utilisé plutôt, n'était pas l'huile officielle obligatoire, qui est la Petronas, je crois. Ils avaient fini respectivement 10e et 18e de la course. Donc, surtout pour Ortola, donc il va perdre les points de la 10e place. Et donc, c'est Bertele, Honshu, Artigas, Furusato et Fenati qui récupèrent chacun un point dans l'affaire. Fenati, donc, récupère le point de la 14e place. Et c'est Ogden qui avait fini, lui, 16e, qui récupère les points de la 15e place. Donc Honshu se rapproche d'un petit point au championnat, on va dire. Ouais. Ce qui m'a étonné quand même, c'est que quand j'ai vu la news, je me suis dit bon, pourquoi pas, mais c'est que les deux pilotes sont dans des équipes différentes. Donc je comprends pas comment ce problème peut arriver comme ça, totalement au hasard. Tiens, on va utiliser l'huile non officielle. Bah, puis c'est surtout, ça date de début septembre, quoi. Donc il faut à peu près un mois pour soit qu'ils fassent des analyses, qu'ils prennent des décisions, mais ouais, ça commence à dater, quoi. Donc, ouais, alors tu vois, c'est pareil, ils disent pas. C'est plus ça qui m'a étonné, moi. Ouais, ils disent pas est-ce que c'est on a fait des analyses et on l'a su comme ça, ou est-ce que on l'a su et les teams sont venus nous voir en disant qu'ils avaient peut-être finalement pas utilisé la bonne huile, tu vois. C'est difficile à savoir ça. Allez, une petite news Moto 2, ça c'est marrant. Donc en amont du... Oui, ça, c'est plus cocasse, ouais. En amont du GP juste avant le GP d'Inde, hein, il avait été annoncé par le team Fantic ex-VR46 qu'à partir de ce Grand Prix du Japon, donc, le pilote Borja Gomes, quitterait l'équipe au profit de Mattia Casadei, jusqu'à le reste de la saison, en fait, que Borja était mis dehors. Mattia Casadei, qui, on le rappelle, vient d'être couronné champion du monde Moto E. Et ce qui est amusant, c'est que Vietti s'est blessé au pubis en Inde, et donc ça permet donc à Borja Gomes de débarquer, de revenir dans le team pour faire le remplacement de l'Italien. Je comprends pas trop l'idée. Enfin, si on jette comme un malpropre, après je comprends que, enfin, ils sont censés avoir de l'ego ces pilotes. Mais moi, c'est hors de question, quoi. Ouais, mais après, c'est possible que, tu vois, c'est le team manager qui a fait juste un bis et il s'est trompé, il a rappelé le même et il s'est dit, bon, bah, tant pis, les gars, je me suis trompé, j'ai rappelé Borja, il revient, quoi. Mais bon, ouais, c'est assez bizarre, hein, quand même. Mais bon, il va juste changer de moto, en fait. Parce qu'ils ont filé sa moto à Casadei et il va prendre celle de Vietti. Après, je connais pas le temps que met une guérison pour la fracture du pubis. Je sais même pas si ça s'opère. Donc, ça se trouve, il fera la fin de saison, ça se trouve. Je sais pas du tout. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé ce que c'était. Je suis pas allé voir, j'ai pas tapé sur Google. Ouais, voilà, pas savoir. Une petite news, MotoGP. Donc, on a Alex Rins on le rappelle, s'était fait une double fracture de la jambe au Grand Prix d'Italie, qui va revenir sur ce Grand Prix du Japon. Il va participer notamment aux séances du vendredi, avant d'être déclaré inapte à cause de fortes douleurs qu'il a dans la jambe. Et c'est donc Stéphane Bradl qui va le remplacer pour le reste du week-end pour LCR Honda. On a Luca Marini qui a été opéré, lui, avec succès de sa fracture à la clavicule. Ils lui ont notamment posé une plaque et il a entamé sa rééducation, et ainsi qu'à Alex Marquez, donc tous les deux blessés au Grand Prix d'Inde, qui sont pas remplacés pour ces GP du Japon. On a Michele Piro, lui, qui remplace toujours Enea Bastianini, qui avait été blessé au Grand Prix de Catalogne, et Cal Crutchlow,
Wildcard Yamaha pour le Grand Prix national des Japonais. Ouais, ça, ils l'avaient annoncé il y a un petit moment déjà. Ils avaient fait déjà pas mal de photos. Je crois aussi qu'on en a peut-être pas parlé, mais c'est aussi un calendrier 2024 provisoire qui est sorti avec, accrochez-vous au lampadaire, 22 dates. Donc du Qatar début mars, donc du 8 au 10, jusqu'à Valence mi-novembre. Donc un calendrier qui s'annonce très dense. Après, il y a le Kazakhstan qui est toujours prévu, qui n'avait pas pu se courir cette année. Donc l'Inde est toujours positionnée entre Saint-Marin et... Ah, par contre, c'est l'Indonésie et le Japon. Ouais. Donc on va voir comment ça se goupille. Le Japon, toujours début octobre. À la saison des typhons, non, clairement, c'est pas idéal. C'est pas idéal. Et il repositionne le Qatar en début de saison, je crois. Ouais, parce que là, il y avait des travaux, ouais. Bon, ça fait beaucoup de dates. Honnêtement, ça fait un peu peur. À titre personnel, moi, j'ai peur que l'intérêt du championnat se dilue auprès notamment du spectateur moyen. Déjà, auprès des aficionados, on a la peur qu'on se lasse. Mais auprès des spectateurs moyens qui va avoir une course entre mars et novembre, une course tous les 2 week-ends, sans quasiment pause estivale, ça va être compliqué de suivre le championnat. Je comprends pas l'idée. On se rappelle que l'adage, tout ce qui est rare est cher, hein. Tout ce qui est pas rare, devient moins précieux aux yeux des spectateurs. On va moins sacraliser le dimanche comme jour de Grand Prix, à mon avis. Bah ouais, je te rejoins. Moi, je suis plutôt un adepte de la formule d'Yvan de la boîte à clapet, c'est-à-dire une course tous les 15 jours avec une pause estivale d'1 mois, histoire de couper. Je pense que c'est un bon rythme. Après, voilà... Quand il parle de concurrence avec le SBK, concurrence avec la F1, c'est toujours un choix. Hein. Ouais, on peut pas être abonné à tout et on peut pas tout diffuser non plus. Donc là, 22 courses avec en plus des courses le samedi, ça va faire beaucoup. Ouais, je te rejoins parce que en plus le SBK c'est un produit Dorna aussi, donc ils vont se phagocyter. Déjà qu'il y a des grosses rumeurs sur le devenir du SBK qui s'annonce pas très joyeuse. Donc ouais, c'est compliqué. Bon, on verra l'année prochaine, mais je pense que ça va pas trop nous plaire. Après le Kazakhstan, peut-être qu'il sautera encore, mais ça reste aujourd'hui 22 courses planifiées. Avec les courses sprint toujours, ouais, ça me paraît compliqué. Ouais, ça fait beaucoup. Après, pour certains pilotes, il y a déjà eu quand même des commentaires sur le fait que ce serait la limite, qu'en rajouter plus, ça serait trop. Bah après, ils verront. Moi, de ce que je vois cette année, c'est quand même physiquement compliqué, je trouve. On a plus d'absence que les années passées. Donc ça, après, c'est aux équipes de concilier ça. Ma foi, après on verra. Après il y a des circuits historiques qu'on voudrait pas voir partir, mais 4 grands prix en Espagne plus 1 au Portugal, ça fait 5 dans la péninsule, ça fait peut-être beaucoup. Après ils sont calendriers quoi. Voilà. Ouais, je te rejoins. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a des choses à faire et des décisions qui sont pas prises. Après, on sait que les teams ont accepté le règlement actuel, hein, qui valide jusqu'à 22 grands prix par saison. Donc, c'est le cas. Maintenant, la Dorna a filouté en autorisant le format sprint entre temps. Ça, plus les Moto 2, les Moto 3, éventuellement, la Moto I pour ceux qui regardent. Ça fait des week-ends très, très, très chargés. Va falloir choisir entre notre vie sociale et le MotoGP, et je comprends pas trop. Bah, faut des typhons tous les week-ends. Ouais, c'est vrai, ça raccourcit les courses. On va parler du Moto 3. Parti. Alors, c'est Rossi, Kelso, Furusato et Rueda qui passent en Q2. Masia prend la pole devant Honshu et Bertele. Nepa est 4, Ortola 5, Olgado 6. Félon part 26e. Donc en course, on a Olgado, Masia et Sasaki qui sont dans un moussoir de poche au général au départ de ce Grand Prix. Et c'est Honshu, Olgado et Nepa qui mènent le paquet à l'extinction des feux. Et Alonso et Ortola sont au coude à coude dès le début de la course, un petit peu plus loin derrière. Sasaki et Masia remontent aux avant-postes. La course est toujours menée par Honshu, suivi par
Olgado et le groupe de 4 commencent à se détacher. Au 6e tour, on a Mazia qui prend la tête, Sasaki prenant la 2e place dans la foulée. Olgado et Honshu et Sasaki sont chauds et Mazia en profite pour les décrocher justement, tandis qu'Ortola et Nepa recollent le trio et Honshu chute au 11e tour. Donc, dans les derniers tours, la bagarre est pour la 6e place avec un groupe mené par Morera. Olgado va attaquer Sasaki pour la 2, mais le japonais va conserver cette place suite à une sortie du dernier virage un peu compliquée pour Olgado, qui finira 3 donc, et n'est pas 4, Ortola 5. Munoz va régler le peloton pour la 6e place. Le français Félon est 21e au général. Mazia prend la tête avec 199 points, de peu devant Sasaki qui est 6 points derrière, et Olgado est 3e à 3 unités. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de cette course ? Course sympa, avec de l'action, même si Mazia finit par prendre les devants et se détacher, ce qui est assez rare en Moto 3. Course sympathique, j'ai quand même un point à aborder, la stupidité immense d'un pilote qui s'appelle Kanonshu, Denis Honshu. Alors je sais qu'il y a 2 membres du podcast qui vont me jeter des cailloux parce que j'ai dit ça, mais c'est pas possible. Week-end après week-end, ce type prend les mauvaises décisions. Ils étaient dans un groupe où justement Mazia les avait pas encore détachés. Sasaki roulait un poil plus vite que lui. Olgado, lui, contrairement à Honshu, il jouait le jeu de on reste roue en roue et on remonte. Et Honshu se met à vouloir dépasser, à vouloir être en tête de ce petit groupe à tout prix. Du coup, ils perdent tous du temps. Et puis Honshu finit par se casser la gueule tout seul. Et j'ai trouvé pour le coup le reste de la course de Sasaki et d'Olgado beaucoup plus intelligent. Olgado qui va attaquer Sasaki pour la 2e et qui arrive. Il y a des belles passes d'armes entre les deux et finalement Sasaki s'en sort bien, mais dans le dernier virage. Mais en tout cas, Olgado qui est beaucoup plus jeune, qui a beaucoup moins d'expérience dans sa catégorie, il a fait une course encore une fois plus intelligente. Il a presque pris la 2e place. Au final, il conserve le bénéfice du podium. Voilà, Honshu, j'ai vraiment pas trouvé réfléchi sur cette course. C'était pas le moment d'attaquer comme un taré au moment où il l'a fait. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, je m'apporte un peu. Non, j'ai rien de plus à ajouter. Moi, c'est vrai que sur le coup, ça m'a pas... Comment dire, quand je le vois chuter et après quand tu revois la physionomie de la course, c'est ça, c'est en fait quand ils sont à 3 en baston, ça permet déjà à Ortola et Nepa de recoller. Donc au lieu d'être à 3 pour te battre pour le podium, pour 2 places sur le podium, tu vas être à 2 de plus, donc tu vas être à 5. Et donc tu ramènes un petit peu de bordel et en fait dès qu'ils chutent, ça se redilue derrière, c'est-à-dire que Sasaki et Olgado restent tous les deux à la lutte pour le podium et Nepa Ortola, ils avaient recollé uniquement parce que Honshu avait un petit peu ralenti le rythme. Mais après, oui, je pense que, quand tu vois la physionomie de la course, effectivement, des fois, il devrait accepter de comment dire, d'avoir une lecture un petit peu plus mesurée de la course qu'il est en train de faire. Parce que là, clairement, il se bouscule à mi-course. Pour être devant, alors qu'il n'y a pas nécessairement besoin, quoi. Il suffit juste d'aller recoller Mazia et pour essayer de faire quelque chose en fin de course. Du coup, il chute, tant pis pour lui. C'est moche. Parce qu'il avait un coup à jouer pour recoller au général, voilà, il est encore décroché. Exactement, parce que quand il était à la lutte pour le podium, il était à une 30aine de points au général. Là, du coup, vu qu'il prend rien, il doit passer entre 40 et 50, je sais plus, de points en retard. Ça semble compliqué, alors que Sasaki et Olgado, même si ils ont laissé partir Mazia en tête, du coup ils sont à 6 points et 9 points, quoi. Si c'est 9, voilà, c'est pas énorme. Tout est faisable pour eux. Donc voilà. Après, belle course de Mazia. Tu l'as dit, tu auras peut-être une petite stat sur ses dernières victoires, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est le seul qui fait ça avec la Honda. Et il faut aussi noter que tous ses poursuivants jouent avec des KTM ou des KTM rebadgés et lui il arrive à se débrouiller avec sa petite Honda, quoi. Ouais, Mazia, il a enchaîné quand même 2 deuxièmes places et 2 victoires, donc c'était un début de saison qui avait été quand même un petit peu en demi-teinte parce que on l'attend, parce que ça reste un vieux briscard, c'est un peu
c'est un peu trop fort de dire ça, quoi, mais quelqu'un d'expérimenté, enfin un pilote expérimenté en Moto 3. Et là, depuis 4 courses, il se replace quand même très bien au championnat. Donc à voir comment il va continuer la saison, mais ça a été l'un des rares pilotes à pouvoir enchaîner autant de bons résultats d'affilée, quoi. Donc s'il reste sur cette dynamique, ça peut l'emmener au titre, on verra. Mais c'était étonnant parce que son début de saison était quand même moyen et il a réussi à revenir après la coupure dans d'autres dispositions, et ça pour moi je trouve que c'est intéressant. Ouais, tout à fait. Rien d'autre à dire sur le Moto 3 ? Felon, qualifié 26e, 27e, t'as dit, je crois que c'était la dernière position. Non, pas tout à fait. Il y a des wildcards derrière, okay. Je crois. La dernière position des titulaires, alors. C'est possible. Il finit 21, mais derrière lui, il y a 2 pilotes. Il y a Carrasco et Mario Hagi. C'est compliqué. Enfin, ça me fait peur. Après, on le dit à chaque fois, mais je suis un peu dégoûté de ce qui se passe sur sa fin de saison et potentiellement sur sa dernière saison en mondial, quoi. Là, faut quand même réfléchir à un plan B, quoi. Voire C, voire D. Parce que ça manque beaucoup de performances, on le voit pas, et ouais, sur la tournée, la tournée outre-mer, ça va être compliqué de sortir du lot. Et de toute façon, il est pas dans le coup, hein. Là, il finit 21, mais il est à peu près dans un groupe qui pourrait jouer la 17, quoi. Mais de toute façon, ils sont 15 secondes derrière la 16. Donc, les points, ils sont beaucoup trop loin, quoi. Donc, dans tous les cas, t'as beau prendre le problème par n'importe quel bout, ça passe pas. Donc, et puis c'est toujours 0 points. Alors, il a été blessé une partie de la saison, mais c'est toujours 0 points cette année, quoi. C'est sa pire saison. Ouais. Alors que c'est la saison où t'as pas de siège derrière, donc tu dois te montrer, quoi. On passe au Moto 2 ? Allez. Donc c'est Lopez, Binder, Vandengourberg et Dixon qui passent en Q2. La pole est pour Chantra devant Ogura et Dixon. Acosta 4, Salach 5, Lopez 6. Alonso Lopez part avec un double long lap à effectuer. Il est dans le coup et il est précédé par Chantra et Dixon, et ça frotte pas mal en ce début de course, mais il n'y a pas de chute. Ogura se replace assez vite à la 2e place et Acosta prend la 4. Dixon décrochant doucement du peloton de tête. Alonso Lopez est P10 après ses pénalités. Sam Loves chute au 8e tour. Foggia le tour suivant. Arbolino est 9e. Canet 10. Ils connaissent un début de course quand même très très difficile. Pourtant ils sont plutôt, ils devraient se montrer un petit peu plus facilement devant. Ça bouge pas beaucoup quand même. C'est une course qui se fait beaucoup au train. Et Chantra l'emporte devant Ogura et Acosta qui prend la 3e place. Dixon 4, Salach 5, Gonzalez 6, Ramirez 7 et Canet prend la 8. Donc au championnat, Acosta est en tête avec 252 points. Arbolino 2e avec 50 points. Derrière, Dixon compte 43 points de retard sur l'Italien. Donc ça fait quand même déjà une grosse marge pour aller rechercher Acosta. Donc le titre, ça va jouer entre Acosta et Arbolino, et il y a quand même déjà 50 points d'écart, donc ça va être chaud patate, quoi. Exactement. Alors t'es gentil en disant la course rien ne bouge devant. Moi je disais la course c'est vraiment a été longue pour le coup. Regardez. Limite, à un moment j'ai cru qu'ils avaient mis la marche arrière. Ouais. Non, c'était après. Non, il y a des courses comme ça, c'est pas grave. C'est comme ça. Belle course des Chantra et Ogura pour le team Honda Team Asia. Idemitsu, il devait être super content. Enfin, ils étaient contents. Après, je pense qu'ils auraient préféré que ce soit Ogura qui gagne quand même. Mais Chantra était au-dessus. Tout le week-end, je crois qu'il a dominé toutes les séances. Ouais. Et avec la pole en plus. Acosta, il fait le job. Voilà, quand t'es pas premier, si t'es sur podium, c'est nickel. Alors que Arbolino, lui, fait vraiment il fait que dalle. de la purée, là, depuis quelques courses. Enfin, je suis là, et puis après, je suis pas là pendant 3 grands prix, et puis je suis là. C'est pas comme ça qu'on va chercher un titre. Tu notais qu'il y a que Arbolino qui peut jouer, qui peut disputer encore le championnat. Non, pas tout à fait, parce qu'il y a encore beaucoup de courses, mais parce que mathématiquement c'est pas fait. Mais moi je vois difficilement comment quelqu'un d'autre qu'Arbolino pourrait y aller. Moi j'étais plus dans l'idée, Acosta personne ira le chercher sauf blessure, mais par contre vu la dynamique sur laquelle est Dixon, il va peut-être aller chercher la place de vice-champion du monde à Arbolino, vu la dynamique actuelle. Ce serait, je pense.
Après, il y a 43 points, hein, donc si Acosta il commence à les enfiler, ça va être difficile de reprendre 43 points quand même. Mais oui, d'un point de vue dynamique, Arbolino, il est vraiment dans une période, comme tu dis, hein, vraiment en dents de scie. Et c'est pas, enfin, après c'est comme plein de pilotes. Hein, quand je vois, au bout d'un moment, je me suis dit mais Canet, il est où? Et je regarde, wow, 10e et tout. Le mec, c'est hyper compliqué, quoi. Et c'est pas régulier, et quand ça performe pas, c'est 12e, quoi. Donc ça marque vraiment pas beaucoup de points. Exactement. Donc c'est ça, et puis c'est assez général, quoi. Parce que même Dixon, il fait quand même une bonne deuxième partie de saison. Je vais pas regarder en détail, mais il fait quand même il se montre beaucoup plus qu'en début de saison. Et après, aller rechercher Arbolino, il y a quand même un gap, mais ouais, c'est jouable. C'est jouable. Après, moi, je me demande comment Chantra et Ogura peuvent sortir une course comme ça avec la saison qu'ils ont faite, quoi. Est-ce que le team a ramené des pièces? C'est toujours pareil, hein, à part le moteur, ils ont le droit de changer de châssis, ils ont le droit de faire plein de choses. Hein, donc, et avait saigné le circuit avant, c'est possible aussi, hein, qu'ils aient des réglages de ouf. Donc, ouais, c'est possible. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Je mets rien de suspicieux derrière, hein, mais je pense qu'effectivement, il y a une grosse préparation de la part de l'équipe et des pilotes pour se montrer au Grand Prix du Japon, parce que c'est important pour les partenaires. Bah, si c'est pour faire une fois dans l'année, bah, faites des wildcards, c'est très bien. Hein. Parce que là, ils se baladent partout en Europe, tu les vois pas. Et puis là, c'est au Japon, les mecs, ils collent une danse à tout le monde, quoi. Donc c'est... Après, c'est bien pour eux, hein, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, hein, mais moi, je trouve ça bizarre comme mode de fonctionnement. Après, on aura peut-être la même dans 2 semaines, et puis peut-être qu'ils vont faire une très belle tournée outre-mer. Et dans ce cas-là, ça les repositionnera au général, parce qu'au général, ils sont loin. Hein, oui, non, en général, ils ont plutôt raté leur saison, hein, c'est sûr. Ouais. Chantra, il est 6e, il a 138 points de retard, et Ogura, il était blessé, et il est 10e avec 157 points de retard. Donc, ouais. Tu vois, 6e au général, c'est encore pas la cata, quoi. T'es quand même, voilà, quand tu charges la page, tu vois son nom, quoi. Mais c'est pas beaucoup, 114 points. Hein. Tu vois que le leader, il y en a 252. Non, mais c'est le premier podium de Chantra de la saison. Et ouais, peut-être même Non, il avait déjà fait d'autres podiums, je crois. En tout cas, de la saison, c'est sûr. Oui, Ayogura, c'est son 3e podium, mais il a manqué... C'est sa première victoire. Ouais. Oui, sa première victoire. On passe au MotoGP ? Allez, c'est parti pour le... Ah, tu voulais rajouter des trucs sur le Moto2 ou pas ? Non, je me demandais juste de quelle nationalité Chantra il était déjà. Parce qu'il va... Il est thaïlandais, il va forcément se montrer à la maison. Ouais. Ah bah oui, bah ce serait l'occasion de doubler. Hein. Ouais, c'est en Thaïlande. Non, c'est Indonésie le prochain. Ah bah ouais, il va pas doubler. C'est quand la Thaïlande ? Je sais plus. J'espère que putain, c'est fin octobre. Oh, j'en peux plus. Sortez-moi de là. Et Indonésie, Australie, Thaïlande. Après Malaisie et Qatar, Valence. Oh là là, combien il y a de grands prix ? Oh putain, encore 6 GP quoi. Sortez-nous de là. Bon allez, on passe au MotoGP justement. Donc en Q1, c'est Marc Marquez et Rolf Fernandez qui vont sortir pour la Q2. En Q2, c'est Martin qui va arracher la pole devant Bagnaia et Miller. La 2e ligne sera composée de Bezzecchi, Binder et Di Giannantonio. La 3e ligne, ce sera Marc Marquez, Viñales et Aleix Espargaro. On peut noter une très grosse chute de Bezzecchi en Q2, hein, qui va quand même réussir à retourner au stand et repartir pour faire un chrono sur sa 2e moto. Bon, pas de commentaires sur l'évaluation des physiques des pilotes quand ils font ce genre de trucs. Et Zarco, lui, partira donc 10e, Quartararo 14e. La course sprint du samedi, donc la course s'élance pour 12 tours. Martin part en tête devant Miller et Binder. Bagnaia est à ce moment-là 4e, Zarco 7e, Quartararo rate son départ et 18e. Après 2 tours, le top 10 se compose de Martin, Binder, Miller, Bagnaia, Marquez, Zarco, Bezzecchi, Aleix Espargaro, Di Giannantonio et Viñales.
Binder ne se laisse pas distancer par Martin et reste suffisamment proche pour lui coller la pression, mais pas assez pour tenter de le passer. Crutchlow va se prendre un long lap pour limite de piste dépassée. Pas beaucoup d'action à se mettre sous la dent. Bezzecchi revient fort sur Zarco et le double pour la 6e position. Il tente la même sur Marquez, mais élargi et perd le bénéfice des 2 places reprises. Bagnaia colle la pression à Miller, puis le double pour la 3e. Martin, lui, a fait le gap sur Brad Binder. Aleix Espargaro va abandonner. Et donc, c'est Martin qui gagne devant Binder et Bagnaia. Miller 4e, Zarco 5e, Bezzecchi 6e. Marc Marquez 7e, Di Giannantonio, Viñales, Raúl Fernandez suivent et ferment la marche de ce top 10. Quartararo finira 15e. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course sprint ? Moi, j'ai trouvé que le petit shaker qu'il y a eu entre Zarco, Bezzecchi et Marquez était sympa. J'ai trouvé que c'était l'un des les passes d'armes qui m'ont le plus intéressé sur ce Grand Prix. C'était, je trouvais que c'était chouette. Et pareil aussi, il y a eu une passe d'armes Miller Bagnaia au freinage qui était vraiment très très chouette. Ils se sont pas mal suivis pendant, je crois, un tour et demi, et c'était vraiment beau à voir. C'est vraiment les 2 faits de course qui m'ont bien plu, parce que c'était chacun jouait avec ses armes, et c'était chouette. Et puis Martin et Binder étaient très largement au-dessus du lot quand même en termes de rythme, et moi j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que Binder était capable de s'accrocher à une belle 2e place. Il était pas en mesure d'aller chercher Martin était très largement encore au-dessus de lui, mais il y avait vraiment des gaps sévères qui avaient été établis par ces deux-là. Et ouais, j'ai trouvé que ces points-là étaient intéressants en course. Et puis Zarco qui fait quand même mine de rien une course plutôt intéressante aussi. Il a du rythme, il se bat, il joue sa carte, il marque des points. C'était chouette. Moi, j'ai trouvé que c'était ces points-là qui m'ont intéressé. Après, Quartararo, il a un loupé au départ, et puis après c'est impossible de remonter fort. Non, je te rejoins. Alors j'ai bien aimé revoir Miller. Alors on sait qu'il avait gagné l'année dernière sur le sac avec la Ducati, mais voir que c'était pas un accident de parcours entre guillemets, lui qui est souvent remis en cause, voir que là il tient sa 4e place, c'est bien. Il avait un bon rythme, et revoir sa bataille avec Bagnaia, les 2 anciens coéquipiers l'année dernière, c'était cool, c'était propre. Zarco, Bezzecchi, Marquez aussi, c'était sympa comme tu l'as dit. Alors on a toujours un petit doute avec Marquez quand il est dans ce genre de configuration, mais il a pas fait de dinguerie, donc c'était bien. C'est plutôt Bezzecchi qui s'est un peu raté, et c'est Zarco qui au final profite de cette opération pour décrocher la 5e position. Rien à dire sur Martin qui a été très très fort tout le week-end, et Binder aussi d'ailleurs, même s'il a pas pu finir la course le dimanche, mais qui était bien. Ça montre que KTM va dans le bon sens, hein. On le voit depuis le début de la saison. Binder, c'est le seul nom Ducati, hein, qui fait encore des belles choses à régulièrement au championnat, hein, qui prend encore des podiums. C'est super. Après, ça doit pas être évident non plus, mais voilà. Par contre, on a oublié de parler d'une petite news. La pyramide chez Honda qui bouge un peu là, pour essayer de garder Marquez à la maison. Ouais, c'est vrai. C'était surtout au niveau technique, ouais. Ouais, c'est le directeur du team HRC qui bouge. Ouais. Je sais pas si ceux sont remplaçants, mais du coup, ouais, ça fait deux top managers qui bougent depuis le début de la saison chez Honda. C'est pas rien. Moi, je corrèle ça, comme tu as dit, avec la volonté de garder Marquez dans le giron Honda, mais peut-être que je m'avance. Après, on va en parler un petit peu là. C'est peut-être, on aurait peut-être dû en parler au début, mais je trouvais que c'était sympa parce que chez Ducati, commence à dire ouais, effectivement, il y a Gresini qui est en contact, c'est possible. Alors peut-être, on sait pas. Et effectivement, le contrat serait dur à rompre. Et là. Là, quand j'ai lu la news, ça m'a fait un peu sourire, parce qu'effectivement, un contrat à 25 millions à rompre, ça doit être costaud, et je pense que pour les petites lignes, va falloir se lever tôt, quoi. Mais voilà. Moi, c'est marrant parce que tous les officiels Ducati s'y sont mis ce week-end leurs petits commentaires sur le cas Marquez, cette fois en disant qu'il y avait des contacts, etc. Et je me demande, alors ce qu'ils disent, c'est sans doute vrai, hein. J'ai pas de doute que Marc Marquez veut une Ducati et qu'il cherche à rompre
son contrat. Mais je me demande si c'est pas pour aussi un peu dévier l'attention des médias sur le cas Marquez et relâcher un peu la pression sur Bagnaia qui est à la lutte au championnat avec Martin qui est sur une belle dynamique. Bah, je sais pas. Franchement, si c'est ça, ça m'étonnerait. Mais bon, après, non, moi je suis resté vraiment sur le premier degré à dire ouais, un contrat comme ça cassé, c'est compliqué et ouais, tu m'étonnes quoi, parce qu'à mon avis, Honda ils vont pas le lâcher. Ils essayent de tout faire pour qu'il reste. Ma foi, voilà. On verra en Indonésie, hein, comme on le sait, il y a beaucoup de sponsors indonésiens pour le team Gresini. Donc s'il y a une annonce à faire sur un pilote, peut-être que c'est le bon endroit, que ce soit Marquez ou un autre, hein, ou que ce soit une prolongation de DJ. Donc pourquoi pas. Moi, j'y crois pas. Prolonger DJ, même si là, c'est quand même mieux qu'à une époque. Oui. Je trouve qu'il réussit à être un petit peu plus haut dans le classement sans que ce soit très performant non plus. Mais au moins, tu commences à le voir, quoi. Donc, mais ça reste sportivement compliqué, quoi. Ouais, mais après on est très exigeant maintenant avec nos pilotes. Hein. Bah oui. Enfin, il y a un niveau d'exigence quand tu vois où se place un pilote de la VR46 qui a le même matériel. Enfin, les deux pilotes de la VR46. Oui, il y a un niveau d'exigence qui est très élevé à partir du moment où tu as une Ducati, qu'elle soit officielle ou client. Mais ça va avec. Hein. Non, je suis d'accord. Ouais. On passe à la course du dimanche. Pour la course du dimanche. T'as sorti ton parapluie. Donc, on a quelques gouttes de pluie qui s'invitent à 15 minutes du départ. Et c'est quand même parti pour 24 tours en configuration sèche. Et c'est Martin qui part en tête devant Miller et Bagnaia. Bezzecchi va se rater sur le freinage du premier virage. Il doit relâcher et écarter sa trajectoire. Il va forcer à des manœuvres d'évitement à deux pilotes qui sont Zarco, qui va faire un détour par le bac à sable sans chuter, et Vignales, lui, qui chute dans les graviers et va quand même repartir. Le drapeau blanc, donc qui signifie que les pilotes peuvent rentrer au stand et changer de machine pour la pluie, est de sortie, et c'est la foire d'empoigne. Tous les pilotes rentrent au stand, sauf les trois Yamaha. Michele Pirro et Stéphane Bradl. Bagnaia a l'air de sortir en tête de la pit lane, mais a un souci pour désengager son pit limiter et donc se fait un peu manger par la foule en furie qui est derrière lui. Quartararo, lui, va rentrer au tour suivant, mais c'est déjà trop tard. Il a tenté un pari qui n'a pas marché. Morbidelli persiste et signe. Grave erreur, car il se fait déjà déposer par les pilotes repartis en pneus pluie. Le top 10 se compose alors de Pirro, Aleix Espargaro, Marc Marquez, Bezzecchi, Bagnaia, Martin, Miller, Oliveira, Di Giannantonio et Mir. Il reste alors 21 tours. Zarco est 18e, Quartararo pointe en 17e position. Aleix Espargaro prend le leadership donc devant Bagnaia, Marc Marquez et Bezzecchi. Martin, lui, refait son retard et passe Bezzecchi. Et il passe ensuite dans la foulée Marc Marquez. Brad Binder va chuter. Martin passe Bagnaia et remonte très fort. Il va doubler Aleix et Bagnaia va en faire de même pour tenter de suivre Martin. Bezzecchi suit le mouvement également. Longue lap décrétée pour Vignales et Crutchlow parce qu'ils ont effectué un changement de moto non correct. Zarco est alors 10e et Quartararo 13e. À 15 tours du but, Martin possède près d'une seconde sur Bagnaia, Bezzecchi pour la 3e, Oliveira, Marc Marquez, Aleix Espargaro, Mir, Rolf Fernandez, Zarco et Miller ferment la marche de ce top 10. Longue lap décrétée pour Rolf Fernandez pour la même raison que Vignales et Crutchlow. Marc Marquez est très rapide, prend la 3e position au détriment de Bezzecchi. Devant, Martin possède 1,2 secondes d'avance sur Bagnaia. Zarco va chuter. Peu de temps après, on a le drapeau rouge qui sort. Retour au stand pour tous. Zarco, n'ayant pas ramené sa moto dans les règles, ne pourra pas reprendre le départ. On a une quick restart procédure avec un tour de placement, un tour de warm-up et finalement retour au stand. La fin de course est décrétée. Il pleut trop pour reprendre un nouveau départ. Tous les points sont accordés aux pilotes. Donc on déclare la victoire de Martin devant Bagnaia et Marc Marquez. Suivent Bezzecchi 4e, Aleix Espargaro 5e et Miller 6e. Quartararo finira 10e de cette course. Au championnat,
Bagnaia garde la tête du classement général avec 319 points. Jorge Martin est juste derrière lui à 3 points d'écart et Marco Bezzecchi ferme le top 3 avec 265 points. On peut noter Zarco 6e 162 points et Quartararo 10e 111 points. Je te laisse commencer le bal des remarques. La première remarque, c'est la plus grosse blague en fait quand tu regardes sur le site le compte rendu de la course. Effectivement, tu as le classement et tu as marqué conditions de piste dry et heavy rain. Alors avec 78% d'humidité. Moi, c'est le premier truc qui m'a étonné à la fin de la course, c'est comment est-ce que tu peux partir en slick, balancer les drapeaux de changement d'adhérence dès le tour de formation et ça change de moto dès le premier tour. Moi, j'ai pas du tout compris pourquoi il y a eu cette décision de prise parce que, comme tu l'as dit, il a commencé à pleuvoir avant le départ, donc c'était de la petite pluie certes, mais voilà, on n'est pas les seuls à avoir des applis météo, quoi, et surtout avoir des radars pour signifier les précipitations qui vont arriver. Alors, ok, le Japon c'est une île, c'est très changeant sur les îles, etc., etc. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire que de donner un départ comme ça. Alors, il y avait plusieurs possibilités. C'est soit tu pars un petit peu plus tôt et tu cours un peu plus sur le sec et puis quitte à faire un flag to flag et tu changeras un petit peu de moto, soit tu pars un peu plus tard mais tu pars en wet quoi. Et résultat, ce qui s'est passé, c'est parti à la one again, les pilotes ils étaient tous en slick. Et puis c'est passé ce qui s'est passé. Les mecs, il y a 2 pilotes qui se sont retrouvés avec de la flotte dans le casque parce qu'il pleuvait quand même beaucoup sur la fin avant qu'il y ait le drapeau rouge. Et les mecs sont arrivés avec des casques pleins d'eau. Je pense à Mir surtout. Et mis à part ça, c'est extrêmement dangereux pour les pilotes. Alors après, on va parler beaucoup de choses dangereuses, je pense, avec ce qui s'est passé avec Zarco. Parce que voilà. Mais là, je pense que le plus dangereux, c'est quand même de dire, voilà, on part en slick, on sait qu'il va pleuvoir, ça va déglinguer, et dès le premier tour, t'as 17 pilotes qui rentrent au stand pour jouer une moto, quoi. Ouais. Et c'est le bordel. Ah oui. Et là, ça s'est bien passé, mais c'était un bordel sans nom. Et après, oui, les flag to flag, c'est rigolo. Oui, les flag to flag, c'est rigolo, mais pas au premier tour. Il faut aussi réfléchir à ça. Alors après le point c'est faut partir à l'heure. Je suis désolé mais entre la sécurité des pilotes et partir à l'heure, si le choix c'est de partir à l'heure, à ce compte-là les pilotes faut qu'ils prennent des décisions aussi quoi. Pour moi le gros débat du GP il est là. Ouais, je te rejoins sur ce point, il y a rien à redire à ton argumentaire. Faire partir le Grand Prix en retard ou en avance. Après, en avance, c'est un peu plus compliqué, dans le sens où il faut quand même prévenir les teams et les pilotes suffisamment de temps en avance pour qu'ils décalent leur préparation pour la course. Après, on parle d'un quart d'heure, hein, c'est pas non plus la fin du monde. Après, ça semblait trop compliqué, parce que je sais pas, mais je pense qu'il a pas dû arrêter de pleuvoir de sitôt. En full wet, ça aurait été trop compliqué, la course aurait été quand même arrêtée, vu ce qui est tombé. Oui, je suis d'accord, mais t'aurais fait plus de tours sur le sec. Et alors l'autre argument, ça c'est Quartararo qui l'a donné en débrief aussi, c'est qu'à 17h il commence à faire nuit, puisque c'est dans l'autre hémisphère et l'orientation est un peu différente aussi, donc il fait nuit tôt. Et donc ils étaient un petit peu coincés pour ça. Et moi je pense que quand tout ça s'anticipe. Donc oui, tu vas pas dire à 13h, les gars, finalement, on part à 13h45 au lieu de 14. C'est pas raisonnable, mais je pense que il faut qu'ils réussissent à anticiper certaines choses et aussi à anticiper au niveau des diffuseurs médias. Parce que sinon, si l'idée c'est de toute façon on part à 14h ou on part à telle heure et puis on en a rien à foutre des conditions, et il s'est passé ce qui s'est passé là. Et coup de chance, le flag to flag, il y a pas eu de problème. Mais c'est débile. Ouais, non, t'as raison de dire coup de chance. Hein. C'est vrai que c'était impressionnant la façon dont ils sont tous rentrés au stand et tous ressortis.
Il y aurait pu avoir des accidents. C'était pas le cas, heureusement, mais ouais, c'était serré, quoi. Ouais. Après, la course, moi, je trouve il y a quand même beaucoup de choses à tirer, et ça, on n'a pas trop parlé dans le déroulé, mais comment dire, ce qui arrive à Zarco, en début de course, bah, ça le plombe pour toute sa course, et on sait il est très fort dans des conditions justement où la pluie s'invite petit à petit, et c'est un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle devienne vraiment trop intense, et il a fait 11 très bons tours. Enfin, même plus que très bon, il a fait 11 tours excellents, parce qu'il a réussi à remonter à la 6e place en perdant énormément de temps dans le premier contact au T1. Et ouais, bah il est excellent dans ces conditions-là, il l'a encore prouvé. Et malheureusement, bon bah voilà, il se passe ce qui se passe, on en parlera un petit peu plus tard. Mais moi j'ai trouvé que c'était intéressant de voir aussi que des pilotes comme Marquez aient su bien se positionner aussi. On sait qu'il est à l'aise aussi dans ces conditions, et il l'a montré. Il était pas trop mal placé, et il a bien géré sa course d'une manière générale, quoi. Je trouve que c'est intéressant, et c'est important pour Honda de faire un podium à la maison. C'était pas simple. Et puis après, Martin, ouais, impressionnant aussi, hein. On sait qu'il est fort sur ces conditions aussi. Ouais. Donc c'était de ce point de vue-là, c'était intéressant. Non, ouais. Bon, Marc belle course, c'est pas facile dans ces conditions. Après, ça va peut-être aider à effacer certains défauts de la Honda. On sait que il y a un dicton, hein, qui dit que quand tu performes que sur le sec, voilà, c'est parce que aussi t'as une bonne moto, mais quand il pleut, c'est plus le talent qui ressort que la moto. Bon. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut penser de Zarco? Mais bon, ouais, non, je m'écarte. Tu t'écartes. Non, Marc, voilà. Bah, il était très très talentueux, puisqu'il réussit à remonter. Non, bah, déjà pour en revenir à Zarco, il se retrouve dans un incident qui est pas de son tort au premier virage. Juste, ça lui arrive très souvent d'être impliqué dans un incident au premier virage, donc s'il comprenait qu'il fallait mieux se qualifier pour éviter ce genre de conneries, ça serait bien. Voilà. Après, est-ce que Bezzecchi aurait dû être sanctionné? Peut-être, parce qu'il a raté son premier virage. On sait que la direction de course avait dit faut que vous fassiez plus attention dans les départs, notamment les premiers freinages, parce qu'il y en a marre de vous ramasser tous au T1 et d'arrêter les courses à ce niveau-là. Donc je pense peut-être que ça méritait une petite sanction, peut-être un long lap pour conduite irresponsable ou ce genre de choses. Après, je pense que ça n'a pas été donné parce que les deux autres pilotes impliqués, il n'y a pas eu de chute. Enfin, en tout cas, ils ont tous pu repartir, il n'y a pas eu de blessure. Bon. Ouais, ça doit pas être un argument. Après, je suis d'accord qu'un petit long lap, ça aurait été. Mais bon, je pense pas qu'il aurait compris plus que ça. Mais. Et voilà, Martin, je l'attendais pas moi aussi fort sur le mouillé, honnêtement. Je note surtout qu'il est bon partout, sur tous les circuits. Il est excellent dans toutes les conditions maintenant. Et puis Bagnaia aussi très très bon, mais très très bon n'est pas assez bon pour battre Martin, en tout cas aujourd'hui. Alors il revenait sur lui avant le drapeau rouge. Je sais pas ce qu'il en aurait été. Les conditions de piste étaient trop dégradées après pour rouler. Voilà, en tout cas ça note une fin de saison qui s'annonce assez palpitante pour la lutte pour le titre entre deux excellents pilotes. Je mets Bezzecchi un peu derrière parce qu'il a quand même encore des trous d'air assez préjudiciables sur certains grands prix, et qu'il accuse quand même presque 60 points de retard sur ses deux copains devant lui. Donc voilà pour ça. Quartararo, il est rentré un tour trop tard. Je comprends pas ce choix. Il y avait un petit pari à tenter justement, à ne pas se mettre en grille et aller tout de suite. Comment dire, tout de suite. Après, par contre, si. Tu peux très bien rentrer au stand et prendre la moto mouillée, hein, la deuxième moto, si elle est prête. Ouais, mais c'est plus dans le sens où, tu l'as dit tout à l'heure, pour le départ de la course, s'ils ont tous des applis météo, ils savent que la pluie, si elle s'installe, elle est pas là pour 5 minutes, en fait.
Donc, il suffit que ton team manager avant la course, il dit, bah, dès que tu peux, tu changes de moto parce que ça va pas s'arrêter, ça va pas sécher. Ça va être de pire en pire, voilà. Mais là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. C'est voilà. De ce point de vue-là, quand même, le meilleur, ça aura été notre Franco Morbidelli, qui a quand même attendu 8 tours avant de changer de moto. Ouais. À attendre que ça sèche, je pense je sais pas, je crois qu'il est resté un petit peu sous le tunnel en attendant que ça s'arrête, mais j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Je voudrais pas être dans sa tête parce que franchement, ça doit être très compliqué et ça doit être impossible à justifier, quoi. Ouais, non, je sais pas. Enfin, comme t'as dit, c'est incompréhensible. 8 tours sans slick sous la pluie, en sachant que tous les pilotes ont changé au deuxième tour, à part quelques-uns. Et puis c'est même pas comme 8 si tours en slick sous la pluie, à part un pari avec les potes, je vois que ça. Et puis c'est même pas comme s'il avait continué à rouler fort, comme on avait pu voir un Binder en Autriche gagner un Grand Prix avec des slicks sous la pluie, où il continuait à rouler très fort. Là, Morbidelli, il roulait à 2 à l'heure, quoi. Donc, je sais pas. Ou à chaque fois qu'il faisait le tour, il se disait merde, j'ai raté l'entrée des Ah merde, c'était là. Ouais, j'ai loupé la sortie. Non, mais enfin bon, je n'ai pas compris. Je dois t'avouer que ça m'a bien fait rire quand même, parce que quand j'ai dit mais putain, mais qu'est-ce qu'il a fait, et quand j'ai vu qu'il avait changé de moto au 8e tour, ouais, j'ai compris. Et j'ai même pas été voir son débrief parce que même si il avait une bonne raison, elle est pas bonne. Donc tant pis pour lui. Exactement. Ouais, je voulais revenir un petit peu sur Martin Bagnaia, parce que en fait, je trouve que Martin, il est beaucoup plus capable d'enchaîner que Bagnaia, et c'est ce que avait très bien fait Pecco l'an dernier, c'est-à-dire des enchaînements de très bonnes performances pendant très longtemps, c'est-à-dire en gros sur toute la deuxième partie de saison. Et là, Martin, il réussit quand même à en enchaîner 3 vraiment très bons, avec la France, l'Italie et l'Allemagne. Donc ça, c'était un petit peu avant l'été. Et là, un retour avec San Marin, Grand Prix d'Inde et du Japon, où pareil, il prend énormément de points. Et Pecco, il a quand même un petit peu plus de trous d'air. Donc je pense que ça va être compliqué. Ouais, je te rejoins. Actuellement, Martin est en meilleure forme. Après, si tu fais juste le total des points, il faut pas oublier que Bagnaia, il est tombé en Catalogne sur une très lourde chute qui est sa faute ou celle de son team, hein. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Mais voilà, il a raté des points, il s'est blessé. À Misano, je pense, on va pas refaire le monde, hein, mais je pense qu'il aurait gagné. Il finit 2e des 2 courses en étant blessé. Mais je pense que là, il aurait gagné, c'est sûr. Après, pour l'Inde et le Japon, bah voilà, on voit que Martin est supérieur. Lui, il se pose pas de questions. Course après course, il va engranger les points. Donc, que le meilleur gagne, hein. Moi, je suis en train de voir qu'effectivement, Martin est d'une régularité sans faille. Ce qui lui manquait, et ce qui manque encore un petit peu à Bagnaia, peu importe la raison pour laquelle il manque de régularité. Donc voilà que... Bah aujourd'hui, si Martin est à 3 points de Bagnaia, c'est totalement mérité en tout cas. Ouais, je me suis laissé dire que Ducati avait demandé qu'on retire 1000 tours minutes à Pramac, c'est vrai ou pas? Oui, bah oui. Et puis leur on demandait de changer de pneus aussi à chaque fois, chaque course. Ouais, et je crois qu'ils vont rouler avec des Super Corsa maintenant. Non. Ils se sont dit on va faire une règle Ducati Superbike et. Non, mais après il faut savoir. Bon. Enfin, on n'en sait rien, mais déjà que le Ducati ne peut rien faire sur la moto sans que Pramac soit au courant. Ça, c'est sûr. Il ne peut pas y avoir de choses cachées. Après, est-ce qu'il y aura des consignes? T'en vu une bougie. Allez. La pression des pneus. Allez. Ah, la pression des pneus, faudrait corrompre le mec de chez Michelin, mais ce serait plus subtil, ouais. Je sais pas. Bon. Ah, le coup de l'huile en Moto 3, ça se tente. Ah, putain, j'avoue. Franchement, moi, voilà, une disqualification cadeau, c'est comme ça. En plus, tu la prends en 2 GP trop tard. Ah bah là, tu te sais un coup à te faire disqualifier 3 mois après la fin de saison. Aïe. Moi, je donne des pistes à Gigi. Hein. Non, mais alors Gigi, c'est pas le bon. Lui, il s'en fiche du manque une Ducati. Lui, son bébé, c'est la Ducati, c'est pas le pilote. Alors, c'est qui? Tardozzi, je pense. Ah, c'est Tardozzi plus, d'accord. Bah, t'as son numéro? Oui, bah ouais, on s'appelle tous les soirs. Bah oui. Bah voilà, tu pourras lui dire. Tu lui dis pas que ça vient de moi.
Bon, non, mais la question qui se pose plus par rapport à Martin, c'est est-ce que finalement Ducati a pas eu tort en mettant Bastianini dans le team officiel et pas Martin? Bah, 1 an après la décision, forcément, mais c'est 1 an après. Moi, dans le feu de l'action, quand ils ont pris la décision, moi, j'étais pas spécialement pro Martin. Il était encore très irrégulier. La régularité, il l'a amené vraiment que cette année, quoi. Enfin, la régularité et surtout la régularité très haut en performance. C'est-à-dire être tout le temps sur le podium, à enchaîner en plus là avec des week-ends à 37 points. Il en a quand même fait 4, quoi, je crois. Donc quand tu fais 4 fois 37 en une saison, ça commence à faire déjà tu prends un bon petit paquet de Marquez dans la poche, quoi. C'est quand même pas mal, hein. Ouais, et puis surtout quand on parlait de régularité, Martin il semble imperméable en tout cas en course à toute forme de coup de pression. En gros, il fait sa course, quoi. Peu importe s'il est deuxième, troisième ou premier tout seul en tête avec quelqu'un qui le panote toute la course, Bagnaia de centième de seconde derrière. Lui, il fait son truc là-dessus. Il est dans un tunnel, mais psychologique, hein. C'est ça. imperturbable et c'est pas beaucoup de pilotes qui arrivent à faire ça. Je me souviens de qui, Marc Marquez, Lorenzo des grands jours, et puis c'est tout. Même un Rossi, il y a Marc Marquez qui a réussi à le faire sortir plusieurs fois de sa course. Donc voilà, non, ils sont pas beaucoup à pouvoir se targuer d'être comme ça en piste, c'est-à-dire vraiment imperturbable quoi qu'il se passe à côté, quoi. Et je corrige la stat pour Martin, donc il fait 3 fois 37, c'est-à-dire victoire en sprint et victoire le dimanche, et il fait 2 fois 32, c'est-à-dire victoire en sprint et deuxième le dimanche. Donc ça fait quand même 5 GP dans la saison où tu prends vraiment beaucoup de points, quoi. Donc c'est... Et puis bon, ça lui arrive d'avoir des trous aussi, hein, mais tu vois, typiquement Portugal et au quota, il marque pas de points le dimanche, mais ça lui arrive de moins en moins. Le Portugal, il me semble que il est victime d'une chute. Ouais. Enfin, pas de son fait, ou je sais plus c'est quoi. Ouais, ok. Mais bon. Ouais, enfin, oui, ça va faire une belle fin de saison. Et on est parti pour le Zarco-Gate ou pas? On est parti pour le Zarco-Gate. Allez. Je sais pas trop quoi en dire parce que moi j'ai regardé la course en replay et puis après j'ai regardé Twitter et puis j'ai fermé Twitter parce que là je me suis dit putain mais qu'est-ce qui se passe, et après j'ai re-regardé ce Twitter cet après-midi et je me suis dit putain mais les gens ils ont pas dégonflé encore, et voilà, donc Zarco chute alors que le drapeau rouge tombe dans la foulée, donc Martin a déjà passé la ligne, donc ça sera le tour précédent qui va être considéré comme le dernier tour de cette première course, et donc il faut que tout le monde rentre au stand, sauf que étant donné que Zarco est tombé, pour rentrer au stand c'est un petit peu compliqué, sachant que la moto elle a fait des tonneaux en plus, donc il réussit quand même à la relever, elle est roulante mais pas démarrante on va dire, et donc il la ramène à la poussette avec les commissaires de course jusqu'à son box, sauf que il n'est pas passé par la bonne entrée des stands et par la bonne entrée de la pit lane, et donc il est déclaré hors course, donc il ne reprend pas le deuxième départ qui va être donné. Et du coup, il est disqualifié, ne prend pas les points de la 6e place qu'il avait avant de chuter. Du coup, voilà. Ouais, du coup, 0 point. Moi, au début, j'ai été voir un petit peu ce qu'il en avait dit sur une interview. Il a dit bon, ouais, c'est super chiant. Il était extrêmement frustré parce qu'il avait fait beaucoup d'efforts pour revenir dans les stands en pensant bien faire, et en fait, ça l'a pas fait parce que il est pas rentré par le bon endroit, a priori à 5 mètres près. Donc bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il était énervé, et quand tu vois ce qui se passe, ce qui se discute, quand il peut pas reprendre quand il peut pas prendre part au deuxième départ, oui, ça a l'air d'être véhément avec la personne de la commission de course. Et après, par contre, dans son débrief, il reste mesuré dans le sens où il dit, voilà, c'est une règle qui est peut-être stupide, mais c'est la règle.
Donc voilà. Moi, j'en étais resté là. Et après, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se disait sur Twitter. Et voilà, et vas-y la mafia, et vas-y ceci, vas-y cela, tout ce que tu veux. S'il avait été italien ou espagnol, il serait reparti. Moi, je rentre pas dans ces débats-là parce que de toute façon, tu t'en sors pas. Voilà. Et honnêtement, et j'ai même lu des trucs où, bah oui, mais il a fait ce que les marshals lui ont dit de faire. Sauf que, alors les marshals, ils sont très sympas parce qu'ils sont en bord de piste pour s'occuper de la sécurité des pilotes, mais ils connaissent pas toutes les règles du règlement. Donc il faut pas reporter la faute, la faute, parce que oui, s'il est disqualifié, c'est qu'il n'a pas été en conformité avec le règlement. Donc la direction de course constate une faute et il le déclasse. C'est ultra sévère et le règlement, il a beau être aussi bête que tu veux, c'est comme ça et c'est appliqué. Les marshals qui sont en bord de piste, c'est pas leur parole contre le règlement. C'est le règlement, il s'applique quoi que tu fasses. Et oui, c'est sévère et oui, c'est tout ce que tu veux, mais c'est comme ça. Et je sais qu'il y a des points de règlement sur lesquels je suis casse-couille et bah si on était aussi casse-couille sur tous les points de règlement, et ben peut-être que le classement serait différent, peut-être que tout ce que tu veux. Mais voilà, il y a un règlement, faut qu'il soit appliqué. Je sais pas quoi dire de plus. Bah, je te rejoins assez. Je pense qu'on va être en discours assez dissonant par rapport à d'autres podcasts ou d'autres émissions de débrief. Mais bon. Bah, même au sein de l'équipe, on s'est un peu pris la gueule sur, on a des points de vue différents. Mais c'est nous qui enregistrons ce soir, donc ils n'auront pas leur mot à dire. Non, mais au prochain. Sans doute. Non, bah, pour ceux qui nous écoutent, à titre personnel, Zarco, c'est un pilote que je suis depuis ses 2 titres en Moto 2. Je pense que depuis son arrivée en MotoGP en 2017, et que j'arrive aussi au micro de Seki en pôle, j'ai toujours soutenu, que ce soit chez Yamaha, chez KTM. Bon, j'ai pu lui reprocher des choses, mais d'une manière générale, c'est un pilote que j'aime et que je soutiens. On peut même dire que je suis fan de Zarco. Donc voilà, je suis pas contre lui, mais je te rejoins dans le sens où déjà, la chute, c'était entièrement de sa faute. Hein. C'est personne qui l'a fait chuter. Et si la course avait continué et ne s'était pas arrêtée, il n'aurait jamais pu reprendre le départ, à mon avis. De toute façon, il aurait été hors des points. Bref, ça c'est dit. Donc il chute. C'est sans doute sa chute qui déclenche le drapeau rouge par ailleurs. Par contre. Hein, c'est sans doute les commissaires de piste. Non, moi je pense que c'est les 2 bras de Pecco et Marquez qui déclenchent le drapeau rouge. Pour moi, il lève le bras parce qu'il voit le rouge qui s'est déclenché. Mais peut-être que ça se joue à quelques millisecondes. Peut-être. Mais bon, oui. Effectivement, il chute. La chute, elle est gigantesque. Hein. Vous pouvez regarder le replay. C'est une sale chute. Hein. Ouais. La moto, elle est destroy. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que les marshals et des Zarco ne repassent pas par la piste. Parce qu'ils ont pas envie de se faire chier à nettoyer des fluides après, ou s'ils perdent des pièces au milieu de la piste. Donc passe par les chemins de traverse pour... Surtout, elle est pas roulante, la moto, quoi. Enfin, je pense pas qu'elle soit roulante, donc il peut pas suivre le tracé avec une moto comme ça. Non, on est d'accord. Donc il la ramène par une voie de travers, et il arrive dans la pit lane, il franchit pas ce qui s'appelle l'entrée. Il y a des marqueurs, une peinture blanche qui fixe l'entrée de la voie des stands. Il ne franchit pas cette entrée. C'est marqué noir sur blanc dans le règlement. Alors tous ceux qui disent c'est une règle obscure, on n'est pas au courant, c'est compliqué, c'est soumis à interprétation. Non, c'est vraiment une règle qui prend 2 lignes et demie dans le règlement, qui est marqué noir sur blanc. En cas de drapeau rouge, tous les pilotes qui sont en activité doivent rejoindre la pit lane sous 5 minutes et doivent franchir cette ligne blanche qui marque l'entrée des stands pour ne pas être disqualifiés. Et c'est que ces pilotes-là qui sont éligibles à un restart ou au classement final. Donc malheureusement, c'est pas le cas de Zarco. Que les marshals ne connaissent pas la règle, ou que Zarco et ses team managers ne connaissent pas la règle par cœur, ça me choque pas. On n'est pas obligé de connaître toutes les subtilités du règlement pour courir en MotoGP. C'est tombé sur Zarco, bah voilà, c'est comme ça. Ça peut arriver. C'est malheureux, encore une fois, je le déplore, mais aujourd'hui, il n'y a rien de choquant. D'ailleurs, ni Pramac ni Zarco n'ont fait appel de cette décision, parce qu'il n'y a vraiment rien à en redire. Alors, oui, on aurait voulu voir Zarco gagner parce qu'il roulait plus vite que tout le monde en piste, avant de chuter, ce qui était le cas. Peut-être qu'il avait roulé moins vite, il serait pas tombé d'ailleurs. Après, voilà. Mais c'est comme ça.
Et si le règlement n'est pas adapté et qu'il faut revoir ou prévoir dans le règlement une zone grise qui reste soumise à interprétation, ce que a priori personne n'aime, parce que quand c'est soumis à interprétation, on dit que les Espagnols ou les Italiens ils sont Ducati triche, ou que Ducati triche. Non mais voilà, c'est toujours pareil. Là, c'est pas soumis à interprétation orale, donc c'est pas trop compréhensible. Et puis si on laisse passer ça à Zarco, derrière, ce que je disais, c'est que ça fait que Zarco repasse au général, prend 10 points de la 5e place, repasse au général devant Aleix Espargaro, donc Aprilia va venir râler, que Pramac prend 10 points de plus au classement général, donc c'est la VR46 qui est en lutte pour le championnat équipe qui va poser une réclamation, et ils seront dans leurs droits. Donc il n'y a pas de bonne solution. Dans ce cas-là, on applique la règle. C'est malheureux pour Zarco, c'est comme ça. S'il faut changer la règle demain, on changera la règle demain, mais pour la règle qui est écrite aujourd'hui, il faut juste appliquer le règlement. Et tant pis. Enfin, c'est ma vision des choses. Ouais. Et juste pour une précision, pour ceux qui comprennent pas, alors, j'en ai pas parlé, enfin, il y a Miguel Oliveira qui s'est arrêté, un tour avant le drapeau rouge de son propre chef. Ça c'est fort. Parce aussi. qu'il avait de l'eau dans son casque. Problème qu'aura Joan Mir, mais lui, il s'est arrêté, Joan Mir, lors du drapeau rouge. Donc, Miguel Oliveira s'arrête un tour avant. Et il se change. En tout cas, il n'est pas déclaré comme pilote déclarant forfait. Il peut encore reprendre la piste. Tous les pilotes ont le droit de s'arrêter à n'importe quel moment de la course. C'est d'ailleurs pas que sur cette course, hein. On a le droit d'avoir un problème technique, rentrer au stand, régler le problème, que ce soit sur la moto ou sur soi, et repartir. C'est juste que, du coup, on perd quasiment toutes ses chances de gagner la course. Mais c'est tout à fait possible. Donc, Miguel Oliveira rentre au stand pour se changer. Alors, je sais pas si à ce moment-là, il avait prévu de repartir, mais le fait est que le drapeau rouge tombe. À ce moment-là, vu qu'il n'est pas déclaré forfait, même si il s'était arrêté avant le drapeau rouge, lui, il a le droit de repartir. Bon. Et la subtilité, elle se situe dans le fait que l'équipe, elle a laissé la moto dans la pit lane et elle ne l'a pas rentrée dans le box. Oui. Et à partir du moment où la moto est rentrée dans le box, le pilote est considéré comme abandonné. C'est ça. Enfin, il a abandonné. Et donc là, la moto était restée dehors. Et donc ils ont dit, si tu veux partir, tu peux repartir. Même si tu t'es arrêté le tour d'avant. Et oui, il y a plein de subtilités de règlement qui existent. Et elles peuvent avoir des conséquences importantes dans un sens comme dans l'autre. Tout à fait. Et donc Oliveira est pas disqualifié, il est capable de reprendre le départ qui n'aura finalement pas lieu. Bon, voilà, il finit la course 18e avec un tour de retard. Hein. Ça, c'est pas un tour qu'on lui a offert. Parce que c'est arrêté le tour d'avant. On lui a pas offert un tour, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, mais il est pas disqualifié de la course pour ce phénomène-là, tout simplement. Encore une fois, c'est parfaitement conforme au règlement. Il n'y a pas de mafia ou de tricherie qui s'applique. Après, ça m'a quand même étonné que un jour après, ce soit encore l'ébullition autour de ce qui s'est passé pour Zarco, même si c'est important, parce que je pense que c'est plus si tu veux, moi je l'ai plus vu important de par la performance qu'il a montré en course, dans le sens où il était quand même très très fort. Et moi, quand je l'ai vu remonter et que je l'ai vu chuter, je me suis dit putain, fait chier, parce qu'il avait le. Moi, quand je l'ai vu remonter comme ça, je me suis dit il va aller chercher Marquez et les deux, ça va être énorme. Et quand je l'ai vu chuter, je me suis dit merde, on n'aura pas cette bagarre là. Et après, quand tu démêles la pelote et que tu vois tout ce qui se passe derrière. Voilà, et lui, il l'a très bien dit, il perd une sixième place, 10 points au général, c'est important. C'est important pour plein de raisons, certainement financières aussi, parce qu'il y a certainement des primes en fonction de ta situation au championnat. Mais c'est comme ça. Il faut l'accepter et il faut passer outre. Et après dire c'est la mafia, c'est la Dorna, la FIM. Alors là, je dis pas que la commission de course prend toujours des bonnes décisions. On en a assez parlé sur la décision de prendre le départ dans ces conditions. Mais quand on est dans l'application du règlement, on peut pas dire autre chose, quoi. Après, ce qu'on peut leur reprocher, et c'est ce qui s'est passé avec le phénomène Canal+, où les commentateurs ne comprenaient pas pourquoi on laissait pas partir Zarco, donc ça a forcément joué là-dessus, parce qu'on disait Zarco il est rentré au stand dans les 5 minutes, pourquoi il a pas le droit de repartir? Et ils sont restés en boucle sur ça, sans prendre en compte qu'effectivement il y avait cette règle, mais
qui était combiné au fait de franchir l'entrée de la voie des stands sur la ligne qui la délimite en fait. Et effectivement, c'est cette combinaison de facteurs qui fait que Zarco n'a pas le droit de repartir, mais ça, les commentateurs français n'avaient que les 5 minutes en tête. Pareil, ils ont le droit de se tromper, de pas connaître les règlements, mais ce qui fait que je pense ça a créé une insatisfaction et un faux espoir pendant de longues minutes à l'antenne, et que derrière ça a créé autant d'insatisfaction et peut-être de sentiments d'injustice de la part des spectateurs et des internautes français, dans le sens où ils ont pas compris, même encore jusqu'à ce matin, pourquoi on n'avait pas laissé repartir Zarco. J'avoue que moi, regardant sur MotoGP.com, les commentateurs anglais étaient beaucoup plus mesurés, plutôt dans le constat, en disant ah bah tiens, on laisse pas repartir Zarco, on va essayer de comprendre pourquoi, etc., mais sans être dans la surexcitation de dire ah il y a une injustice, comment ça on le laisse pas repartir, et peut-être que ça a joué selon moi. Ouais, je pense que c'est l'encre qui était accrochée sur la Pramac. Enfin bon. Non, mais je suis taquin. Mais oui. Après, de toute façon, il y a une grosse déception de ce point de vue-là, et ça forcément. Enfin, moi, je la partage parce que je voudrais bien le voir. Je voudrais bien sur une course comme ça. Il a prouvé qu'il avait une carte à jouer, quoi. Ouais. Encore une fois, sans remettre tout sur son dos. Il y a deux choses qui fait qu'il aurait pu faire mieux. C'est déjà sa qualification. Et avec une meilleure qualification, il aurait pas été gêné par Bezzecchi. Et peut-être éviter la chute. Alors, c'est facile à dire dans mon canapé, hein. Non, c'est facile à dire. Mais voilà. Et d'autres pilotes sont passés au même endroit et sont pas tombés. Donc, non. Voilà. Ça, c'est deux choses qui sont faites. Sa qualif et sa chute. C'est ça. Qui fait qu'il s'est retrouvé, voilà, déjà, or, si la course avait continué, il était hors des points et il aurait probablement pas pu faire mieux enfin, être hors des points, tout simplement. Pas être disqualifié, mais finir hors des points. Après, faudrait peut-être, on va pas chercher non plus des explications sur la cause du drapeau rouge, mais suffit qu'il y ait un tour de plus sous drapeau rouge et de toute façon il aurait jamais pu repartir et il serait passé derrière les Airfence et sa course elle était finie. Après il y a une autre possibilité, c'est qu'il chute à un endroit peut-être moins rapide et s'il prend une chute plus légère, c'est-à-dire une légère glisse et il remet la moto, il perd 2-3 bouts de carénage et puis il repart, il est pas emmerdé pour passer sur les chemins un petit peu autour du circuit et puis il rentre par la bonne entrée des stands. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, quoi, et manque de bol, ça s'est pas passé comme ça, quoi. Et bon, après, oui, il y a de la frustration, mais bon, après, c'est comme ça, hein. Exactement. Il fera mieux. C'est comme ça. Il fera mieux en Indonésie, on lui souhaite, et voilà. Maintenant, il faut faire des danses de la pluie et espérer qu'il se qualifie mieux et ça va démouler. Bon, on a fait le tour. Ouais. Vous pouvez nous jeter des cailloux, hein, si vous voulez. Moi, je prends tous les gabarits de cailloux. Non, c'est les appels au boycott. C'est ça. Parlez de moi en mal, mais parlez de moi comme on dit. Oh non. Non, si vous jetez des cailloux, jetez aussi un petit peu de ciment et d'eau que je puisse faire une dalle. Et voilà. Juste un petit point rapide sur. Vas-y. Sur Ducati, qui vient de décrocher 3 titres dans les catégories Super Sport, que ce soit Moto America, BSB et en championnat du monde Super Sport, donc avec Nicolo Boulega. Voilà, félicitations à eux et félicitations à cette moto. Mais c'est là où ils courent avec des 1000 contre des 600, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Tu peux résumer ça à ça. Après, ils ont pas le même nombre de cylindres. C'est ça. Donc, moi, je suis un MotoGPX, donc je vois ça comme ça. Non, mais voilà. Faut aller à l'essentiel et dire les choses simples. Ouais, t'as raison. Puis d'ailleurs, l'année prochaine, il y a Ducati qui vient en Moto 2 aussi avec des 1000 face au Triumph. Face au Moto. Ah, ouais. Mais il retire une boîte, c'est ça? Il retire une vitesse à la boîte? Non, il retire rien du tout. Il rajoute même rien du tout. Ah, d'accord. Bon, le prochain GP, où est-ce qu'il se court? Il se court en Indonésie? Non? Si, c'est à Mandalika, ouais. Ouais, Mandalika. Donc, il est dans 15 jours. Donc, ça laisse un petit peu le temps de laisser retomber la pression. J'espère que d'ici là, tout le monde va un petit peu s'apaiser. Moi, je vais essayer d'aller écouter. Alors, je vais rarement écouter les autres débriefs, mais je pense que là. Moi, j'écoute tout. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont m'énerver. Je vais y aller tout doucement, petite douce.
Alors tu me diras ceux qui sont les plus cool. Ok. Bon allez, sur ce, on vous laisse et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, On espère salut. avoir plus de tours parce que là, en fait, ah oui, un autre point que je voulais dire et ça, on redira ciao plus tard, c'est que voilà, moi ce que je comprends pas, c'est que le samedi, on court pour 12 tours, on donne 12 points et le dimanche, on court pour 12 tours, on donne 25 points. Moi, le MotoGPX, j'ai rien compris à tout ça. Le troll. Voilà. Quoi? Parce que je vais pas expliquer la règle. Si on a fait plus de la moitié de la course en MotoGP, ouais. on aura attribué le nombre total de points. Si on avait fait moins, Voilà. si on avait fait que... Ouais, mais toi, tu lis le règlement Ah aussi. bah ouais, mais écoute... Je sais pas ce que tu fais. Mais je lis le règlement Tu ferais après mieux coup parce que d'être- je me dis, attends, pourquoi ils ont appliqué cette règle? Et je vais chercher la règle en question. Je me dis pas, injustice. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, on part vraiment. Ciao, ciao, À et plus. à la prochaine. Bisous.